Bonjour. Depuis l'année dernière et le début de la pandémie, j'ai souvent entendu citer une fable de La Fontaine, Les animaux malades de la peste, comme étant particulièrement adaptée à notre situation. Alors c'est vrai, dans la mesure où la fable évoque une maladie durable qui s'abat sur les animaux, mais il m'a semblé aussi utile de dire qu'il y a peut-être autre chose derrière cette fable. La fable, c'est un genre littéraire qu'on trouve dans toutes les cultures, hein, aussi bien dans l'Antiquité gréco-latine qu'en Inde, et dont La Fontaine s'est aussi parfois inspiré. C'est aussi un récit court, généralement, qui vise à donner une leçon de vie. Pour ce faire, la fable utilise souvent des compositions allégoriques en donnant la parole à des animaux ou en personnifiant des entités, bien sûr aussi en mettant en scène des personnages. La fable se termine, ou commence, c'est selon, par une morale. Donc La Fontaine est surtout connue aujourd'hui pour ses recueils de fables, hein, mais ce très grand écrivain du XVIIe siècle avait écrit d'autres vers et aussi des contes licencieux. Euh, pour La Fontaine, c'était le moyen de décrire des types humains, hein, et de portée universelle, mais aussi de décrire la société du XVIIe siècle et de la critiquer aussi, hein, de dénoncer ses travers, et en évitant la censure, car cette forme des fables, soi-disant, hein, était destinée à s'adresser aux enfants. Euh, La Fontaine a une vision quand même très pessimiste, hein, des hommes et de la vie, vision pessimiste qu'il cache le plus souvent derrière son humour ou son ironie. Je voudrais dire aussi que c'est vraiment une langue magnifique que celle de La Fontaine. Il y a beaucoup d'élégance, de précision dans sa langue, et je pense que vous pourrez l'entendre aussi à travers cette fable. Les animaux malades de la peste fait donc partie du deuxième recueil des fables paru en 1678. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie. Ni loup ni renard n'épillaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant, plus de joie. Le lion tint conseil et dit : Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie aux traits du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait ? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi, vos scrupules vous font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez mouton. Canaille, sotte espèce, est-ce un péché ? Non, non, vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là
qui sur les animaux se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre ni de l'ours, ni des autres puissances les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs jusqu'au moindre simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit : j'ai souvenance qu'en un pré de moines passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelque diable me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria haro sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Donc voilà, vous avez entendu cette fable qui commence par un exposé de la situation. C'est quasiment un récit un peu mythologique. Les animaux ont sûrement fait quelque chose de mal. Ils se sont mal comportés et donc le ciel a voulu les punir en leur envoyant la peste. Ce mal est très mortel puisqu'on dit que l'Achéron, qui est le fleuve des enfers, charrie les morts. Et même ceux qui ne meurent pas ont leur vie complètement bouleversée. Ils n'ont plus goût ni à la nourriture, ni à l'amour. Et donc, voilà l'exposé de la situation. La suite de la fable, c'est une scène de théâtre. C'est la scène d'un procès dans lequel vont passer à la barre différents intervenants. Et à la fin, quand justice est rendue, on a la morale de la fable sur les 2 derniers vers. Donc les personnages qui sont mis en scène, les acteurs de cette scène de théâtre et de justice, ce sont des animaux qui évoquent les hommes. La Fontaine n'est pas un naturaliste, c'est un artiste qui anthropomorphise les animaux. Et donc, à chaque espèce, il va donner des caractéristiques, une psychologie qui permet de reconnaître des types humains. À travers toutes ces fables, il va garder les mêmes caractéristiques pour un type d'animal. Par exemple, le renard qu'on voit ici, ça paraîtra toujours comme quelqu'un d'habile, de rusé, qui manie bien le langage, qui s'étire des situations les plus délicates. Et on le voit bien dans cette scène également. Vous avez sûrement entendu aussi combien ce récit et cette fable est variée. Il y a une alternance de récits et puis aussi de discours directs. Il y a des tons très variés, tantôt un ton solennel et grandiose, tantôt de l'ironie. Il y a aussi toute l'éloquence, particulièrement celle du renard, qui est très habile et très rhétorique. Et puis, il y a aussi des choix de vocabulaire. Il y a tout le vocabulaire de la justice. Il y a aussi celui de la religion. Expier, pécher, dévouer, ça veut dire sacrifier. Et donc, toute cette richesse aussi du rythme. La Fontaine utilise des vers libres, c'est-à-dire des vers qui ne sont pas astreints à un nombre de pieds réguliers, et donc ça permet de donner au récit beaucoup de rythme. Et donc la scène de justice, c'est une scène critique de la justice et du pouvoir. Le pouvoir, évidemment, c'est d'abord le roi.
Et on voit bien que c'est lui le personnage principal, hein, puisqu'il y a presque une vingtaine de vers qui lui sont consacrés. Et ce roi qui veut donner la justice, il veut donner l'exemple. Donc il va s'accuser de fautes qui peut-être ont provoqué le courroux du ciel, mais c'est une confession très hypocrite, hein, il fait une fausse critique parce qu'il sait qu'il va être excusé. Et c'est ce qui se passe avec les courtisans. Au premier rang d'entre eux, le renard, hein. Puisque le renard, par un discours très habile, il excuse le roi. Manger des moutons, ce sont des animaux qui sont sots, ça n'a aucune importance. Et quant au berger, là, il critique les hommes, puisque le berger, il a osé domestiquer les animaux, donc il prétend avoir un pouvoir sur les animaux. Donc finalement, tout ça, c'est pas grave. Dans sa rhétorique pour excuser le roi, le renard est aussi très habile parce que lui, il évite bien de faire une confession, hein. On ne parle pas de lui et on ne sait pas ce qu'il a fait. Ensuite, par ordre de puissance, viennent les autres courtisans. Mais on voit bien que leur pouvoir aussi est important. L'ours, le loup, le tigre, on craint leur puissance. Donc on ne va pas trop approfondir ce qu'ils ont pu commettre de méfaits. Et évidemment, voilà le tour de l'âne. Eh ben, l'âne, effectivement, on entend tout de suite, hein, que d'abord, il ne maîtrise pas le langage. Son discours est haché, il y a beaucoup de virgules, et donc les sonorités sont désagréables. On a l'impression d'un annonnement. Et donc, déjà, en plus, il emploie un vocabulaire direct. Il dit qu'il a été poussé par le diable. Alors là, c'est la fin de tout, hein. Il se condamne lui-même et on cria haro sur le baudet. Ça veut dire haro, ça veut dire que c'est lui le coupable, on peut le capturer pour le condamner. Il est le bouc émissaire idéal car il ne connaît pas les codes. Et donc c'est là qu'intervient, pour terminer, le loup, qui est une sorte d'avocat général, hein, qui va prononcer la sentence, on va dire, de justice. Mais qu'est-ce que c'est que cette justice qui condamne une peccadille, c'est-à-dire une petite faute de rien du tout, et qui oublie tous les crimes de sang qui ont été avoués précédemment par les autres? Donc c'est ça la morale de l'histoire, c'est la même que celle de la fable Le loup et l'agneau, hein, qui disait la raison du plus fort est toujours la meilleure. Ici c'est selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Donc c'est une injustice, hein, c'est une comédie de justice, et on peut s'interroger en se demandant comment les courtisans de la cour de Louis XIV et le roi lui-même pouvaient entendre, hein, cette conclusion qui est à la fois très immorale et totalement désabusée. Donc cette fable est un petit peu longue et le vocabulaire peut être un peu difficile, hein, j'en conviens, pour des étudiants étrangers. Donc je vais vous donner un lien où vous pourrez la réécouter tout en voyant le texte défiler. Parce que je pense qu'effectivement, elle en vaut bien la peine et vous apprécierez mieux ainsi aussi la langue de La Fontaine. Au revoir.